Bonjour, merci beaucoup pour l'organisation de cette masterclass. Je vais donc vous parler de la place dans la prise en charge du saignement des tests viscoélastiques ou viscoélastométriques. Voici mes liens d'intérêt avec l'industrie. Vous constaterez que je n'en ai pas avec les fabricants de ces appareils. Alors, je vais, sans rentrer dans trop de détails techniques, mais quand même faire un petit peu un panorama des principes de fonctionnement et des différents tests qui sont à notre disposition à l'heure actuelle en France, les positionner dans les situations cliniques hémorragiques et vous donner quelques notions importantes de réglementation en termes de biologie délocalisée. Alors, voilà. Donc, les tests viscoélastométriques, ce sont des tests sur sang total, ce qui a l'avantage par rapport aux tests de laboratoire de ne pas avoir besoin d'étapes de centrifugation pour isoler le plasma. Les différentes machines à notre disposition, alors la machine historique, c'est le TEG 5000 de la société Haemonetics. Le principe était assez simple, on prélève du sang sur tube citraté, on le met dans une cupule, il y a une goupille qui tourne dans la cupule ou c'est la cupule qui tourne, autour de la goupille en fonction de la machine. Au fur et à mesure que le sang coagule après avoir été activé par des réactifs, eh bien les mouvements sont freinés et pardon, c'est un message qui fait rien. Les mouvements sont freinés et la machine nous traduit ça en un graphique de coagulation. Une des, un des une des difficultés de cette technique, c'est qu'il y avait des étapes très critiques de pipetage qui nécessitent d'être extrêmement concentré sur ce qu'on fait, et c'est difficile de s'occuper à la fois d'un patient qui saigne et de faire les tests sur la machine. Donc la société a développé un nouvel appareil, plus automatisé. Alex, j'ai un problème. Je suis désolée, je n'arrive plus à passer les diapos. Ah ouais, OK, merci. Pardon, merci beaucoup. Donc une évolution technologique plus simple où là, on mettait, du sang directement dans une cartouche et là, ce n'est plus un système de goupille qui tourne dans une cupule, mais c'est un système de résonance, c'est-à-dire qu'on envoie des ultrations sur le caillot sanguin. Au fur et à mesure que le caillot se forme, le signal recueilli change et on a également une courbe de coagulation. Là, il y a plus ces difficultés de pipetage. On utilise des cartouches qui sont prêtes à l'emploi, mais avec un système qui est complètement captif et fermé. On ne peut pas s'amuser à tester différentes concentrations de réactifs, par exemple. Une société concurrente, Werfen, a développé le Rotem, que vous connaissez peut-être. Le Rotem Delta, avec des étapes de pipetage, mais avec une pipette automatique qui simplifie quand même les manipulations. L'avantage, c'est que les canaux sont indépendants. Vous pouvez faire tourner 4 tests ou un seul ou 2 selon vos besoins. Il faut quand même être assez concentré sur ce qu'on fait. Donc là encore, c'est toujours difficile de s'occuper à la fois du patient et de la machine. Pour de la recherche, ça a l'intérêt de pouvoir, faire un peu de cuisine et adapter les tests. Mais sur du point of care, au bloc opératoire ou au déchocage, c'est pas forcément très facile. Donc ils ont développé le un système plus facile d'utilisation, plus plug and play, qui est le Rotem Sigma, avec des cartouches là aussi prêtes à l'emploi, mais qui du coup qui sont complètement, fermées. On est captif du système. Le Claude Pro, dont la commercialisation va bientôt s'arrêter, c'était, à peu près le même système que le Rotem. Là, les réactifs sont dans la pipette. Il y a un peu de pipetage à faire, mais c'est un petit peu plus facile que, par exemple, le Rotem Delta ou le Tech 5000. Et là, les canaux sont indépendants. Vous n'êtes pas obligé de faire tourner 4 tests en même temps. Et puis, encore plus récemment, le Cantra qui est arrivé sur le marché. Donc là, c'est un système de sonoréométrie, donc c'est un système d'ultrasons qui sont envoyés sur un caillot. Quand le caillot se forme, eh bien, le caillot renvoie un signal qui est différent et on évalue comme ça l'élasticité du caillot, des cartouches prêtes à l'emploi avec un système complètement fermé également. Donc ces analyseurs de technologies différentes, de générations différentes ne sont pas interchangeables. Si vous avez travaillé 10 ans avec une machine et que pour une raison ou pour une autre, vous devez en changer, eh bien il va falloir vous réapproprier la machine, refaire des tests et puis surtout les valeurs de référence ne sont pas les mêmes et les valeurs que vous mettrez dans vos algorithmes transfusionnels ne seront pas les mêmes.
Voici un exemple de courbe obtenue avec les TEG, le Rotem ou le Claude Pro. Donc, on met le sang en contact avec un réactif. Il va y avoir tout d'abord un temps d'initiation de la coagulation jusqu'à ce que le caillot soit suffisamment ferme. Et là, souvent, les courbes changent de couleur sur votre appareil. Vous avez des informations sur la cinétique de formation et à la fois sur la pente et la rapidité. Ensuite, le caillot se forme avec une amplitude qui augmente au fur et à mesure du temps. Il a été bien montré que l'amplitude à 5 minutes était très bien corrélée avec l'amplitude maximale du caillot, ce qui fait que, grosso modo, en 10 minutes, entre le moment où vous avez prélevé le sang du patient et le moment où vous obtenez cette amplitude-là à 5 minutes, là, vous avez déjà des informations qui peuvent être cliniquement pertinentes. Ensuite, le caillot se stabilise. Il y a toujours un petit peu de rétraction, mais il peut également y avoir de la lyse qui apparaîtra avec un tracé très caractéristique en forme de lyre, c'est-à-dire qu'au lieu que ici le caillot soit très stable, eh bien, vous allez avoir le caillot qui se forme et puis qui très rapidement diminue. Avec le Cantra, on a plutôt ce type d'informations. On a les informations sous forme de courbe ou des informations comme ça en type de cadran de voiture. Quand vous êtes dans le vert, vous êtes dans les valeurs normales que vous aurez au préalable définies sur votre population et votre indication. Il y a 2 types de cartouches, des cartouches avec héparinase et des cartouches avec l'acide tranexamique si on s'intéresse de plus près à la fibrinolyse. Alors, pourquoi ces tests viscoélastométriques et qu'est-ce qu'ils nous apportent par rapport aux données du laboratoire? Heu, on va pouvoir évaluer le temps de coagulation, qui s'appelle différemment en fonction des machines et en gros, ce sont les informations que l'on obtient avec le TP ou le TCA. On va pouvoir détecter la présence d'héparine résiduelle, à l'issue d'une CEC par exemple, avec un temps de coagulation. Vous rajoutez de l'héparinase et vous voyez si ça corrige votre temps de coagulation et ça déclenche une décision clinique et au laboratoire, on aurait le même type d'information avec une activité anti-DISA. On va évaluer la fermeté du caillot qui dépend essentiellement des interactions entre les plaquettes et le fibrinogène, avec des appellations différentes selon les machines et là, c'est un petit peu le trou noir du laboratoire qui va être capable de nous donner une numération plaquettaire, une concentration de fibrinogène, mais le résultat de l'interaction entre ces 2 éléments, bah, il y a pas de test, en tout cas, à réponse rapide au laboratoire. Donc le fibrinogène fonctionnel, je viens d'en parler. La contribution des plaquettes avec à la fois des informations indirectes sur la numération plaquettaire et peut-être sur la fonctionnalité des plaquettes, mais ça reste encore un objet de recherche. Et puis enfin, la fibrinolyse. Ces appareils, ils sont spécifiques de la fibrinolyse. Quand vous voyez un tracé d'hyperfibrinolyse, pas de doute, il y en a bien une chez le patient. Par contre, ils peuvent manquer de sensibilité. Et c'est pour ça que, je vous le redirai tout à l'heure, il ne faut surtout pas attendre d'avoir un tracé typique d'hyperfibrinolyse sur ces machines pour déclencher l'administration d'acide tranexamique, par exemple. Et ça, c'est vrai qu'au laboratoire, on peut étudier la fibrinolyse, mais c'est long, c'est difficile et souvent on a des résultats bien après que le patient soit sorti du bloc. Alors, en pratique, comment utiliser ces tests? C'est à chaque fois qu'on a un patient qui saigne. Alors, dans un petit coin de notre tête, on n'oubliera jamais les prérequis, les fondamentaux, hein, l'hémostase locale, le contrôle du pH, de la température, de la calcémie et puis, optimiser la transfusion de globules rouges. Néanmoins, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on l'a fait bien, le patient peut continuer à saigner et on va vouloir optimiser la transfusion et administrer le produit qui nous semble le plus approprié. Donc on va faire un test, viscoélastométrique. Si le CT est allongé, on va, en fonction des algorithmes et comme vous le disiez, Pierre, juste avant, décider de l'administration de plasma ou de CCP. Si l'héparine, s'il y a encore de l'héparine dans le patient et qu'on estime que le saignement est lié à la présence d'héparine, on antagonisera avec de la protamine. Si la fermeté du caillot est altérée, on va pouvoir faire la distinction entre la part du fibrinogène, la part des plaquettes, et puis dans l'algorithme, on positionnera l'un avant l'autre ou les deux en même temps, mais ça entraînera une transfusion de plaquettes et une administration de fibrinogène. Et puis enfin,
Si on a une fibrinolyse authentique et que le patient n'a pas déjà reçu d'antifibrinolytique, eh ben, il est largement temps de le faire. Alors, on a vu que ces tests viscoélastométriques, ils nous apportent des informations que le laboratoire, finalement, est capable de nous donner pour l'ensemble enfin, pour la majorité des informations, une numération plaquettaire, un TP, un fibrinogène, c'est possible au labo. Sauf que parfois, c'est long, voire très, très long. Donc, quand on a un patient qui saigne, eh ben, on n'a pas envie d'attendre 3/4 d'heure le résultat du bilan de coagulation. Néanmoins, certains laboratoires ont développé des filières de réponse rapide. Et là, je vous ai mis l'exemple de l'équipe de Chandler à Seattle qui, en 2010, avait publié son Emergency Hemorrhage Panel. Donc, après discussion entre les cliniciens et les biologistes, ils se sont mis d'accord sur les éléments fondamentaux pour le clinicien pour gérer une hémorragie. Ils ont mis en place un transport par pneumatique, un appel préalable, un technicien dédié, une procédure de centrifugation rapide. Et avec ça, ils étaient capables de rendre numération plaquettaire, fibrinogène et TP en 15 minutes. C'est loin, c'est aux États-Unis, mais en France, c'est possible. À Rennes, vous avez le même type de filière rapide. C'est développé également à Dijon et à Lille. On pourrait s'interroger sur la fiabilité des résultats rendus après un processus de centrifugation rapide versus une centrifugation standardisée. C'est un travail qui a été réalisé par l'équipe de Nantes, qui avait comparé les résultats de 10 tests de coagulation qu'ils considéraient comme critiques, et ils comparaient 2 minutes de centrifugation à 4500 G versus 15 minutes à 2200 G. Je vous ai mis ici les courbes, enfin les graphiques pour le TP et le fibrinogène. Et vous voyez que dans les valeurs basses qui nous intéressent et qui vont potentiellement déclencher une action thérapeutique, eh bien, on a une concordance excellente entre les résultats rendus selon les deux méthodes. Donc, un laboratoire qui vous répond rapidement, ben, c'est au moins aussi intéressant qu'un test viscoélastométrique que vous avez dans votre bloc opératoire. Alors, que nous disent maintenant les recommandations et comment positionner ces tests dans la prise en charge des patients? Commençons par l'hémorragie du postpartum. Donc, il y a des recommandations européennes qui préconisent, enfin qui suggèrent, dans l'hémorragie du postpartum sévère, d'utiliser un algorithme de transfusion basé sur les tests viscoélastométriques. Les aides cognitives de l'ASFAR nous disent qu'il faut monitorer la biologie de manière précoce et répétée. Mais ils ne nous disent pas s'il faut faire du labo ou du TVE. En fait, ce qui compte, c'est beaucoup plus la rapidité de l'obtention des résultats que la méthode employée. Test viscoélastométrique, protocole de centrifugation rapide, en fait, on a besoin d'avoir en moins de 15 minutes des informations sur le TP et surtout sur le fibrinogène. Dans la prise en charge du patient traumatisé, les recommandations européennes nous parlent aussi des tests viscoélastométriques à plusieurs étapes de la prise en charge du patient. Tout d'abord, il faut diagnostiquer et monitorer le saignement et il y a une petite recommandation, enfin une grosse recommandation, pardon, sur le monitorage de la coagulation qui doit être précoce, répété, test de labo et ou point of care et ou test viscoélastométrique. Là encore, ce qui compte, c'est la rapidité de l'information, plus que la méthode. Dans la gestion initiale du saignement et de la coagulopathie, vous connaissez l'importance de l'antifibrinolytique, de l'administration rapide d'acide tranexamique. Et là encore, je vous rappelle que les tests viscoélastométriques, ils sont spécifiques, mais ils peuvent manquer de sensibilité. Donc, on n'attendra pas les résultats des tests viscoélastométriques pour administrer les agents antifibrinolytiques. Et puis, une fois qu'on va dire que la phase aiguë est passée, qu'on rentre dans une gestion un petit peu plus sereine et qu'on va essayer de cibler un petit peu plus, eh bien, on va administrer une thérapie ciblée basée sur des tests de laboratoire et ou des tests viscoélastrométriques. En chirurgie, il y a une place pour ces appareils, que ce soit dans l'optimisation préopératoire et en particulier dans la population très particulière des patients cirrhotiques qui ont une balance hémostatique qui est un peu redéfinie avec à la fois un risque hémorragique et un risque thrombotique. Et de nombreuses études ont montré que utiliser des tests viscoélastométriques avait permis de diminuer l'apport préemptif de plasma ou de plaquettes avant un geste invasif, sans que le saignement ne soit majoré. En et post-opératoire, il y a une place pour ces tests en chirurgie cardiovasculaire. Ce qui est recommandé avant tout, c'est d'utiliser des algorithmes transfusionnels.
Et dans ces algorithmes, on peut utiliser les tests viscoélastométriques, comme on peut utiliser la biologie de laboratoire. Ça, c'est vraiment en fonction de chaque centre. En transplantation hépatique, des protocoles sont recommandés, guidés par les tests viscoélastométriques pour diminuer la transfusion. C'est du 1C, mais une fois encore, j'insiste sur l'importance des protocoles. Il y a quelques limites à ces tests viscoélastométriques. Il faut savoir qu'ils peuvent manquer de sensibilité aux médicaments. Ils vont peut-être pouvoir détecter la présence d'antiagrégants plaquettaires, d'AOD, d'HBPN, mais ils ne vous diront jamais quelle est l'importance de l'effet de ces médicaments. Ils ne se substituent pas à un test de fonctionnalité plaquettaire ou à un dosage d'activité d'AOD. N'oubliez pas, quand vous construisez votre algorithme transfusionnel, que les valeurs prédictives négatives de ces tests sont souvent bien meilleures que les valeurs prédictives positives. Une fois de plus, j'insiste sur le manque de sensibilité à la fibrinolyse. Ces tests sont insensibles à la majeure, aux thrombopathies et aux anomalies du facteur Willebrand, et ils ne sont pas faits pour diagnostiquer l'hypercoagulabilité. Enfin, sachez qu'il existe une réglementation à la fois française et européenne sur les appareils de biologie médicale délocalisés. Donc, l'implantation d'un de ces nouveaux tests, d'un de ces nouveaux appareils dans votre service ne peut pas se faire tout seul dans votre coin. Il y a vraiment nécessité d'embarquer les biologistes avec vous, euh, à la fois parce que intellectuellement c'est beaucoup plus intéressant, et puis que c'est aussi réglementairement obligatoire. Donc, en conclusion, ces tests viscoélastométriques, il faut les positionner dans des algorithmes. Hein, c'est pas parce qu'un nouvel appareil arrive et que vous allez l'utiliser que miraculeusement tout va s'améliorer. Il faut réfléchir à la place, à leur place au sein d'algorithmes transfusionnels. Les placer au laboratoire ou au lit du patient, ça c'est vraiment une discussion service par service, hôpital par hôpital. Et puis toujours en collaboration avec les biologistes. Je vous remercie.